Allô, allô, comment t'appelles-tu? Jacques. Bon, Jacques, on va pas se mentir ni entre nous ni aux auditeurs. En fait, c'est une étude de cas qu'on avait commencé en privé. Je la juge intéressante pour les autres. Je t'ai gentiment demandé si tu pouvais la partager. Tu as gentiment accepté. Tu n'étais pas obligé. Donc, tu es parfaitement au courant que tu es enregistré. Tu changes les noms, les noms, les prénoms, les villes, les âges, tout ce que tu veux. Et on se refait le résumé des 5 premières minutes en 30 secondes. Comme ça, tout le monde raccroche les wagons. Tout à fait. Donc je suis Jacques, j'ai 30 ans, je suis marié depuis un peu moins d'un an avec Jeanne, qui a 30 ans aussi, avec qui je suis en couple depuis bientôt 6 ans. Jeanne est en profession libérale et moi je suis cadre dans une très grosse société. Ok, je souligne, je fais comme m'ont appris mon professeur de maths, monsieur Bonnier au collège, je souligne les éléments importants de l'énoncé. Ton énoncé, il est concis, mais il y a un truc super concis et super important, c'est 6 mois versus 6 ans. Hein, notez bien ça, les auditeurs. On parle d'une union officialisée depuis 6 mois, mais d'une union dans la réalité qui a 6 ans. Hein, gardez bien ce rapport en tête pour la suite. Vas-y. Si j'appelle Stéphane, c'est parce que j'ai... Parce que t'es VIP déjà. Voilà, déjà parce que je suis VIP. Et donc tu peux m'appeler toute l'année et tu noteras que je n'avais matériellement pas beaucoup le temps, mais au titre de ta fidélité et le fait que tu es client depuis longtemps, je te prends quand même et je décale un autre rendez-vous pour toi. Voilà, ceci étant merci pour ça. dit. Donc tu peux m'appeler parce que tu es VIP et donc ta question est... Donc ma question est, quelles seraient mes options et parmi les options que j'aurais, comment est-ce que je peux les amener? Et le problème, c'est que je m'accroche plusieurs fois par semaine avec ma femme sur des sujets qui peuvent paraître peu importants, mais qui nous minent au final. Donc c'est arrivé encore ce matin. Suite à quoi j'ai eu un texto qui dit faut vraiment qu'on trouve des solutions pour notre couple. Ce à quoi j'ai répondu parlons-en à midi, point d'interrogation. Inutile de préciser à nos chatons sur YouTube que quand ta femme, ton épouse, te dit au bout de 6 mois de mariage notre couple doit trouver des solutions, ça sent le boudin. Donc, j'ai appelé Stéphane, là on est le midi en question, hein, donc j'ai appelé Stéphane justement pour savoir quelles étaient les options et comment les faire passer. J'ai donné à Stéphane l'exemple de la dispute de ce matin, donc la dispute de ce matin, je pars un peu plus tard travailler que ma femme. Au moment où elle est partie pour travailler, donc elle est allée me dire au revoir, elle a vu par-dessus mon épaule que je regardais sur l'ordinateur un site de voiture. Bon, il s'avère que mes parents doivent changer de voiture et qu'ils m'ont posé des questions pour les aider dans leur choix. Mais ça, à la limite, c'est pas quelque chose qu'elle est censée savoir. Donc elle regarde par-dessus mon épaule, puis elle me regarde et puis elle me dit texto, tu veux pas plutôt regarder les billets? Faut savoir que dans 6 mois, on a prévu de partir en voyage aux États-Unis. Donc, ayant à peu près 20 minutes devant moi, parce qu'après, il faut quand même que je m'habille, etc., je pense que des billets pour aller faire un périple de 3 semaines aux États-Unis, ça ne prend pas 20 minutes. Que de toute manière, je pense que... Tu veux dire que ça prend plus? Ça prend plus, mais je vais pas vraiment avancer en 20 minutes. Et comme c'est dans 6 mois, bref, je suis pas là pour me justifier non plus. Toujours est-il que je lui ai répondu aussi sèchement que la collection qu'elle m'a posée. Non. Ça prendra plus de temps. Là, de toute manière, j'en ai pas assez pour avancer, donc je le ferai à un autre moment. Et donc, du coup, elle l'a mal pris, et puis elle est partie. Enfin, ouais, elle est partie. On était un peu fâchés, quoi. Voilà. Et donc, ce genre de choses arrive en fait, comme je disais, plusieurs fois par semaine. Et je pense qu'il y a une dissonance entre ses attentes, mes attentes, et notre communication, et c'est ce qui se passe par réalité. Et bon, l'idée, c'est de savoir un peu comment remettre ça d'aplomb. Bon, eh bien, je te félicite. Pourquoi? Parce que ta présentation, elle est de l'exacte bonne durée. Ce n'est ni trop long ni trop court par rapport au nombre d'informations que tu délivres. Parce que c'est structuré. C'est pas forcément 100% chronologique, mais c'est structuré. Tout le monde a compris.
volontairement apprécié ou déprécié la gravité de la situation. C'est syntaxement parfaitement correct. Et voilà, ça c'est une présentation de quelqu'un qui est intelligent, qui a du matos, qui a déjà digéré une partie de mes contenus. On comprend tout. Je n'ai quasiment pas eu à t'interrompre. Et pourtant, il ne me manque aucune information. Bon, sauf une, mais qui est normale. J'ai besoin que tu mettes en perspective cette petite anicroche avec d'autres qui pourraient y ressembler. Parce que tu comprends bien que si c'était la seule en 6 mois, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est la 6e de la semaine, il y a un problème. Donc, il y en a combien qui s'en rapprochent? Quel est leur point commun? Est-ce que c'est un pattern? Autrement dit en français, est-ce que c'est une récurrence? Et si récurrence il y a, sur quel thème portent ces petites embrouillettes et à quelles conséquences elles portent. Est-ce que ça dure 2 minutes? Est-ce que ça dure 2 jours? Est-ce que vous vous parlez plus pendant 2 semaines? Voilà. Récurrence, sur quel sujet et à quelles conséquences ça donne lieu? Ok, bon, je vais commencer par répondre sur la partie conséquences. Bon, généralement, on se fait la tête pendant 1 heure ou 2, et puis finalement, on se rend compte que ça rend personne heureux, donc on arrête. Ok. On essaie souvent d'avoir des explications, on essaie d'être constructif, mais j'ai pas forcément l'impression que on fasse tous les deux passer les messages qu'on souhaite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les explications elles sont quand même un peu superficielles. Et donc, on a un peu du mal à trouver une solution, voire la cause réelle. Donc ça, c'est la conséquence. D'accord. Une autre explication, un autre exemple. Par exemple, ce week-end. Donc, ce week-end, on a passé un repas avec des personnes de son côté, des cousines et ses parents. Et donc, il y a une partie du repas où ils discutaient de choses qui me dépassent et sur lesquelles j'ai ni d'avis ni d'intérêt. Donc bon, j'étais passif et je n'intervenais pas. Et à certains moments, par contre, j'essayais quand les sujets m'intéressaient ou c'est des gens que je connaissais ou je pouvais apporter quelque chose, j'essayais d'intervenir. Et à la fin du repas, elle m'a reproché, elle m'a dit mais pourquoi est-ce que tu n'étais pas avec nous, tu pensais à autre chose, tu t'en foutais, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais pas bienveillance, genre reproche. Donc du coup, c'est à quoi j'ai dit, franchement, j'essaie de participer là où je peux, mais la plupart du temps, j'ai rien à dire, quoi. Est-ce que ces discussions... C'est juste que je peux pas. Est-ce que ces discussions dont tu te sens exclu, c'est quelque chose de technique ou de professionnel? Oh non, pas du tout. C'est juste que, par exemple, politique. Il faut me mettre au plafond pour atténuer le bruit. Déjà, j'en sais rien, et 2, je m'en fous. Donc je dis rien, j'attends que ça passe. Et donc du coup, elle me dit, ah mais alors du coup, ça veut dire que tous les déjeuners qu'on fait avec mon côté, tu les subis. Je fais, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en même temps, tu vas me reprocher que je participe pas à un truc, toi de ton côté, tu fais pas en sorte de m'inclure dans les sujets. Donc voilà, d'autres exemples. Alors là, première remarque, c'est que je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Le sujet de l'embrouillette n'a strictement rien à voir. Donc, j'étais parti sur une piste de charge mentale, c'est-à-dire en gros, sur qui reporte. J'en ferai un contenu plus spécifique sur la charge mentale. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas être, manichéen avec ce qu'on appelle l'amicale bien pensante de la féministe. Il et elle ne disent pas que des conneries. Et je pense que la charge mentale est une réalité et qu'il ne faut pas la balayer d'un revers de main méprisant. Je pense que le couple, quand il s'institutionnalise, il est confronté à une grande charge, qu'elle soit logistique et administrative. L'existence administrative en France est lourde. Notamment quand tu es profession libérale ou entrepreneur, tu as une part de ton temps non négligeable qui est consacrée à l'administratif. Si tu veux avoir un petit peu une vie et ne pas passer toute l'année à la maison à jouer à la PlayStation, tu as également une charge au niveau de la logistique des voyages.
Et effectivement, elle tombe en général sur celui du couple qui supporte le moins le chaos. Hein. C'est comme le rangement à la maison, il finit par tomber sur les épaules de celui ou de celle, en général de celle, qui supporte moins le chaos. Si tu supportes plus le chaos que ta partenaire, ton seuil de tolérance est tellement plus élevé que tu vas vraiment attendre pour ranger quelque chose que ce soit Beyrouth. Enfin, plutôt que ce soit, on va dire, la Libye, la Syrie ou l'Irak en ce moment. Sans allusion géopolitique. Donc, tout ça, ces phénomènes de charge mentale me semblent très intéressants en ce sens qu'ils permettent de mettre en lumière le seuil de tolérance de chacun. Et le seuil de tolérance, c'est une option très importante. C'est un des facteurs qui explique une négociation. Donc, ce sont des sujets beaucoup moins cons et beaucoup moins superficiels qu'il n'y paraît. Mais en l'occurrence, je pense que ce sont des sujets hors sujet. Ça n'explique pas ton cas puisque la deuxième embrouille dont tu nous parles n'a rien à voir avec la tolérance, la charge mentale, la logistique et l'administratif. C'est une question de savoir-être entre guillemets. C'est-à-dire que manifestement, t'as pas une grande dilection pour le chit-chat, qu'on appelle aussi le small talk, qu'on appelle aussi badiner en français. Donc, en gros, tu fais partie de ces gens qui, quand le sujet de discussion les intéresse pas, font passager clandestin, se mettent dans un coin et attendent. La question, c'est, ça fait 6 ans que tu la connais, pourquoi elle l'a pas remarqué avant? Alors, je pense que ça dépend des moments. Hein. Je suis pas tout le temps comme ça. Ça dépend de ma fatigue, ça dépend de la bonne humeur, de ceci, de cela. Donc il y a des moments où, voilà, sur la digestion, on a bien mangé. J'ai pu à ce moment me mettre en off que à 18h quand on vient d'arriver. Donc c'est quand même assez équilibré. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'elle a remarqué. C'est simplement que les choses allant, il y a une partie des trucs peut-être qu'elle tolérait plus avant ou sur lesquels elle n'osait trop rien dire, qui aujourd'hui ressortent comme étant des sujets. Bon, pour trancher, il nous en faut un troisième. Il nous en faut un troisième. Alors par exemple... Eh oui, avec exemple, deux points, on fait une droite, avec 3, on fait un espace. Et comme dit le proverbe, il faut 3 personnes pour faire une constellation, pour faire une foule. Ouais. Bon, le dernier point, c'est par exemple, même si globalement, bon, ça va être un peu cliché, mais bon, elle préfère que je conduise plutôt que elle, même si elle conduit quand même pas mal, pour une fille, et plutôt bien. Oh, je te soupçonne de légère misogynie. Je refuse que quiconque parmi les auditeurs me l'attribue. C'est pas moi qui ai dit ça. De manière générale, on va dire au moins une fois sur 2 quand on est tous les deux, elle va me demander de conduire, bref, plus de la majorité du temps. Et donc du coup, elle va quand même, comment dire, elle me demande de conduire, mais après elle va critiquer le fait que j'accélère trop fort, ou que je freine trop fort, ou que ceci ou que cela. Et donc bon, là aussi j'ai tendance à mal réagir, à réagir un peu violemment, parce que je fais déjà des efforts sur ce sujet-là, c'est-à-dire que quand je conduis quelqu'un, même si je conduis un peu fort, je conduis quand même vachement moins fort quand je suis tout seul. Donc c'est déjà un truc que je suis en train de faire un effort, et en plus me faire critiquer dessus quand en plus on m'a demandé de le faire, ça devient compliqué. Donc j'ai tendance à réagir assez sèchement sur ce sujet-là aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient de temps en temps, trop souvent, alors globalement on peut rien y faire. Attention, il y a du vent autour de toi, les auditeurs vont se plaindre. Je peux pas remonter à la maison, mais ok. Donc ça c'est un autre, mais je sais pas si c'est intéressant, c'est peut-être pas un exemple intéressant en fait. Bah si, ce qui est intéressant dans tes exemples, c'est qu'ils n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Oui. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur on n'est plus sur un espace plan, on est sur un espace en 3D où les 3 axes sont complètement indépendants. Tu as X, Y et Z. Tu as une dimension qui est logistico-administrative, tu as une dimension qui est comportement social, et tu as une dimension qui est presque détail de la vie quotidienne, de se perdre avec la carte routière ou des conneries comme ça. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sur chacun de ces exemples, que tu disais quelles sont les conséquences. Ben, les conséquences sont les mêmes et la méthode de gestion est la même.
Donc le sujet est différent, mais au final on se retrouve à avoir la même réaction et à passer par les mêmes étapes. Oui, oui, je vois, mais moi, ce que je cherchais initialement, Oui. c'est à aligner les points, c'est-à-dire à obtenir une régression, une corrélation, une droite. Il n'y a pas de droite, en fait. Ouais. Il n'y a pas de droite du tout. Vous avez des dissensions et des discussions et des bouderies sur tous les plans de l'espace. Et ça m'inquiète beaucoup plus. Ça aurait été uniquement sur l'aspect charge administrative, charge logistique, qui réserve les billets, qui réserve les hôtels, qui appelle la femme de ménage et qui négocie avec le plombier, l'agence immobilière. Je t'aurais dit que ça se discute et ça se pose. Là, le problème, c'est que ça ressemble vaguement à un début de ras-le-bol. Et un début de ras-le-bol à 6 mois de mariage, ça n'est pas bon. Non, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est quand même, enfin, là il y a l'impression, comme tu dis, qu'il y a beaucoup de sujets qui vont pas, mais en fait c'est pas forcément des sujets qui vont pas, c'est-à-dire que ça va clasher une fois sur 15, une fois sur 20, une fois sur 10, mais comme on fait vraiment beaucoup de choses, à la fois personnellement et à deux, on a une vie qui est très remplie, qui va vite, donc bon, on est souvent fatigué, donc bah, forcément quand on est fatigué on est moins agréable, et à côté de ça on a des activités qui s'empilent, dans des situations où on tire un peu sur la corde, etc., etc. Donc il y a quand même énormément de choses qui se passent très bien. Et ces exemples-là, moi, personnellement, puisque tu sembles pressé, et puisqu'on arrive à... on va essayer de maintenir ce phone coaching dans les 20-25 minutes pour les auditeurs. Moi, ce que ça m'évoque spontanément par rapport à mon expérience et par rapport aux milliers de personnes que j'ai entendu me raconter leurs amitiés, inimitiés, amours et désamours depuis 12 ans, on va pas perdre de temps, on va pas se la jouer psy, on va pas tourner autour du pot. Moi, ce que ça m'évoque, c'est trop d'exposition. Donc, en psychosociologie, théorie de l'exposition, chez moi, ça s'appelle l'enceinte close. Pour moi, vous débordez un petit peu. Pour moi, vous êtes trop en présence l'un de l'autre. Et quand on est trop en présence l'un de l'autre, indépendamment de son niveau d'intérêt, indépendamment de sa connexion sexuelle, indépendamment de tout ce que tu veux, ça crée à la marge des frictions et des frottements sur des micro-détails. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du trop... Il y a trop de choses en commun et il n'y a pas assez de niche. La niche, c'est quand on s'isole. La niche, c'est quand on a les moyens d'avoir l'espace, le lieu, le temps, de s'isoler jusqu'à ce que l'autre nous manque un peu. J'ai l'impression que vous ne vous manquez pas assez et que c'est plus au niveau de du temps passé ensemble et du nombre d'activités passées ensemble qu'il faut chercher. Bon, alors, c'est très intéressant dans le sens où pour les auditeurs, il y a une partie de l'énoncé que j'ai pas donné et que je pense pas que Stéphane connaisse et qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ma femme fait, on va dire, un petit mi-temps ou un gros tiers-temps. Donc moi j'ai un peu mon espace avec mon travail qui est aussi très prenant, mais elle beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle est soit à la maison seule, soit avec moi, et de temps en temps elle travaille, mais comme elle est en profession libérale, quand elle travaille elle est un peu seule, quoi. Donc voilà, ça c'est un paramètre supplémentaire. Et toi tu travailles de chez toi? Pas donné. Non, moi je travaille d'une entreprise, j'ai des bureaux. Bon, mais donc son mi-temps, enfin la moitié du temps où elle ne travaille pas, elle n'est pas dans tes pattes. Non, elle est à la maison, mais elle est seule. Bon, on n'en meurt pas. Moi, je travaille à la maison depuis 2005. 2006. Non, on n'en meurt pas. Mais par contre, oui. Du coup, il y a une organisation qui fait que je suis pas au travail. À chaque fois que c'est possible, on est tous les deux, quoi. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de votre modus operandi. Là, il y a trop de temps en commun, il y a trop de... tout ça, ça sent l'aquarium, en fait. Ça sent le renfermé. Quand on se met à s'agacer de l'utilisation de l'accélérateur ou de l'utilisation de la tablette, c'est qu'on s'est trop vu et qu'on ne s'est pas assez manqué. D'accord. Ok, et donc du coup, comment essayer de s'en destiner, de faire passer ce
message Eh bien, en repensant son mode de vie pour s'échapper plus, pour se manquer plus et pour se voir beaucoup moins. Enfin, un peu moins, en tout cas. Mais ça, du coup, c'est une réflexion que je dois faire de mon côté et que je dois subrepticement Exactement. suggérer, ou est-ce que c'est quelque chose que je peux en parler? Non, je vais en parler. Non, ça me paraît délicat d'expliquer à la personne que tu viens d'épouser depuis 6 mois que tu veux moins voir sa gueule tout au long de la semaine. Ça ne me, même pour moi, même pour un misogyne délicat comme moi, c'est quelque chose qui est difficile. C'est une pilule qui va être difficile à faire passer, donc je te suggère de le présenter autrement. Je pense qu'en fait, il faut faire diversion. Il faut utiliser ta part de F et il faut éviter un conflit trop frontal qui serait disproportionné, si tu veux, par rapport à la nature, à l'intensité des petits conflits que tu me décris. Donc, en gros, tu lui laisses croire que tu n'as pas vu le plan XYZ. Tu lui laisses croire que tu ne vois pas la matrice, le réseau, le maillage dans lequel s'imbrique tout ça. Tu lui fais croire que tu n'as aucune idée. Et tu mets ça tu fais comme les femmes, tu mets ça sur le compte de la volonté de bien faire, la fatigue, le stress, l'angoisse, le doute, bon. Et en off, tu te dis que le mode de vie que vous avez construit, il a un gros défaut, c'est qu'il sent trop le renfermer, qu'elle vit en aquarium à la maison, et que il faut que vous sépariez logistiquement un petit peu plus pendant la semaine, parce qu'à partir d'un certain montant d'exposition, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'heures d'enceinte close, les conflits d'accélérateur, de frein, de chaud, de froid, de t'as mouillé en dehors du bac de la douche, etc., sont inévitables, ingérables et n'ont aucune solution. Et en plus, parfaitement inintéressant. C'est-à-dire que fondamentalement, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en branle. Je ne suis pas thérapeute de couple, je ne donne pas des solutions pour partager le tapis de douche. Ouais, non. Mais quand tu te manques suffisamment et que tu chéris suffisamment les moments passés ensemble, tu tolères. D'accord. Tu vois? Donc encore une fois, on aurait établi, on aurait montré une régression, une corrélation entre tous les phénomènes, et ils auraient été, eussent-ils tous été liés à l'administratif, bon bah on en aurait déduit que t'étais comme notre ancien ministre de l'économie et du budget, que t'étais un flemmard administratif, ou comment il s'était qualifié, un phobique administratif, un flegmatique logistique, et qu'il fallait que tu te bouges plus le cul du côté de la vie de la maison. Mais c'est pas le cas, puisque tu vois bien que les 3 conflits que tu m'as spontanément mentionnés n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce sont des micro-agressions, ce sont même pas des agressions parce que c'est mineur, ce sont des abrasions. Ce sont des micro-abrasions inévitable quand on est trop l'un sur l'autre et l'un avec l'autre. Et c'est un des facteurs qui explique la durée de vie des couples en régression constante qui atteint, et c'est un des facteurs qui explique le célibat des capitales. J'ai bien dit un et pas tous, rien n'est monocausal, mais un des facteurs, c'est que les gens n'ont plus l'espace vital de s'éviter. J'en parle dans mon 2e livre, là, Êtes-vous fait l'un pour l'autre. Ils n'ont plus de niche. C'est-à-dire que quand tu vis à Paris à 2, je ne dis pas que c'est votre cas, en plus je crois que vous n'êtes pas du tout de là, mais enfin, quand vous vivez à 2 à Paris dans 49 mètres carrés, ou dans 53, ou dans 37, ou dans 61, ou même dans 75, vous n'avez matériellement pas la place, en dessous de 100 mètres carrés, vous n'avez pas la place de vous éviter et de vous oublier physiquement. Non mais si, c'est ça, on est à 53 là. C'est quelque chose... tu vois que j'ai mis le doigt sur un truc. C'est quelque chose dont on ne parle jamais, ouais. Mais la régression quasiment linéaire des mètres carrés d'espace vital des appartements des gens depuis des années est selon moi le premier ou le deuxième ex aequo
critère d'abaissement de la durée de vie des couples. Un couple ne se tolère qu'en s'évitant. C'est pour ça que les grands-parents, le grand-père est à l'atelier, au garage ou au puits ou à la ruche s'il est apiculteur ou je sais pas quoi, et la grand-mère est au jardin, à la rivière, au linge. Les couples ne survivent que par l'évitement. C'est-à-dire qu'à un moment, proximité égale abrasion égale irritation. Ouais. Comme les couples, comme les amis en vacances, comme tout le monde. Et on n'évoque jamais la perte d'espace vital et l'impossibilité de se masquer physiquement, comme facteur de la chute du désir et de la chute de la tolérance de l'autre. Ouais, ok. Bon, ça va pas être facile tout ça, mais bon. Et non, mais c'est tragique au sens où le tragique n'est pas le triste ou le dramatique. Le tragique, c'est la prise en compte des contraintes du réel. Et à tout paramètre égaux, c'est-à-dire à niveau d'intérêt égal, je te garantis qu'il est bien plus facile de tolérer l'existence matérielle de quelqu'un, bruit et odeur inclus, dans 150 mètres carrés que dans 35. Okay. On va voir en prison comment ça se passe. Ou dans les bus en banlieue ou dans le RER aux heures de pointe. Okay. Un couple, ce n'est pas de l'amour à vie, c'est de l'espace vital. Okay. Le seul point commun entre les micro-agressions que tu me décris, c'est l'espace et le trop-plein de l'autre. Vous vous voyez trop haut, vous êtes trop l'un sur l'autre. C'est ma seule analyse et selon moi, c'est la seule qui tienne. Je n'en vois aucune autre. Tout le reste, c'est pour les thérapeutes de gauche du Huffington Post. Bon, ok, ça marche. Bah, écoute, merci. On va voir et puis je te rappelle. Je t'en prie, Jacques, tu rappelles quand tu veux car tu es VIP. Pour ceux qui s'intéresseraient à cette formule, pensent que je ne dis pas que des âneries, on rétribue cette vidéo avec un pouce, on s'abonne à la chaîne en cliquant sur la cloche et on se renseigne sur homme-d'influence.com/VIP. Salut Jacques.